Bonjour à tous. Je vois qu'il est midi 2. Comme dans toutes les visios, on va attendre quelques minutes pour que tout le monde puisse se connecter. On n'a pas le droit à une musique d'attente, une petite Oui. musique sympathique qui nous met la pêche, On non? aurait pu. Bon, on approche les midi 5. Je pense qu'on va pouvoir démarrer. Donc, je vous souhaite à tous la bienvenue sur ce webinaire consacré à la transformation des métiers du marketing, organisé par l'AFM et aujourd'hui en collaboration avec l'ADTEM. Alors, je suis ravie parce que vous êtes nombreux, donc ça montre l'intérêt que vous portez au sujet. Et je suis ravie à double titre puisque c'est le premier webinaire que nous organisons donc dans le cadre de la commission transformation sociétale de l'AFM qui existe déjà depuis quelques années. Elle est présidée donc par Lydiane Nabec qui est là et qui prendra la parole un peu plus tard sur le webinaire. Nous avons en 2024, sous l'impulsion de Julien Schmitt, qui est notre nouveau président de l'AFM, créé une nouvelle mission dans la commission transformation sociétale, qui est une mission qui vise à s'intéresser au sujet de la transformation du marketing. Et l'objectif pour nous, pour démarrer cette mission, c'est de pouvoir offrir à nos adhérents, mais pas que, puisque aujourd'hui, vous êtes quelques-uns aussi à venir d'ailleurs que de l'Association française du marketing. Donc, nous avons pour ambition de lancer des webinaires qui puissent vous apporter dans votre quotidien d'enseignants-chercheurs, mais aussi de praticiens du marketing, sur justement des sujets d'ouverture un peu généraux. Donc, j'en profite pour dire qu'on serait très intéressé aussi pour connaître vos intérêts pour des sujets divers qui pourraient entrer dans ce cadre-là. Donc, n'hésitez pas à nous écrire pour nous faire part de vos idées, vos envies. Donc, aujourd'hui, on a 1 heure à passer ensemble sur ce premier webinaire qu'on a trouvé très intéressant de pouvoir organiser en relation avec l'ADTEM. Donc, l'ADTEM, vous connaissez sûrement, c'est l'association des professionnels du marketing. Et aujourd'hui, l'ADTEM est représentée donc par sa déléguée générale, Catherine Réju, à qui je vais donner la parole dans quelques instants. Donc, elle va notamment nous parler de quelques mots sur l'ADTEM, mais aussi nous parler de cette étude que l'on va vous partager aujourd'hui. Donc, Catherine, je te laisse quelques mots. Ok, merci Fanny. Bonjour à tous. Donc, je suis la déléguée générale de la DTEM. Alors déjà, merci beaucoup de nous avoir invités à inaugurer ce nouveau cycle. On est ravis. Donc, la DTEM en 3 mots. Donc, c'est le premier réseau du marketing en France. On a 1600 membres maintenant. Donc, nos membres sont des entreprises annonceurs, sont également, on a un collège de ce qu'on appelle de prestataires, donc des sociétés de conseil,
des agences de com de plus en plus, des collectivités locales et des universités un petit peu et des écoles de business school également, puisqu'on a une adhésion spécifique qui s'appelle la DTM Éducation. Et nos membres font tous les métiers du marketing. Donc, c'est vraiment avec un grand M. Donc, marketing, marketing stratégique, opérationnel, market research, expérience client, Martech et IA. Voilà, donc on couvre tous ces sujets. Et notre mission, c'est d'aider les marketeurs à progresser dans leur métier. Donc, vaste programme, vu l'évolution du métier qui est ultra rapide. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de faire beaucoup de veille et de pouvoir apporter des contenus et des rencontres à nos adhérents sur tous ces sujets. Voilà, donc en deux mots. Pardon. Et donc, et donc cette étude que nous vous présentons aujourd'hui, c'est la quatrième édition d'une étude que nous faisons tous les ans et qui s'appelle CMO Profiles. Et cette année, à l'occasion des 70 ans de la DTM, puisqu'en 2024, nous avons fêté nos 70 ans, nous avons souhaité associer à cette étude que nous faisons avec BVA, nous avons souhaité associer un de nos membres et partenaires PwC, représenté par Jean-Christophe ici. Et nous y avons donc ajouté une dimension prospective. Et donc, en deux mots, nous avons inventé, enfin pas nous, c'est Price, hein, PwC a créé des mondes dans lesquels nous nous sommes projetés et dans lesquels nous avons projeté nos adhérents grâce à une étude quantique que nous avons faite avec BVA pour que les marketeurs puissent réagir à ces mondes. Donc, je ne vais pas vous présenter les mondes puisque Jean-Christophe et Emmanuel le feront plus tard. Mais donc voilà, ce qui nous a permis de voir quel sera le métier du futur du marketeur, quelles sont les compétences qui lui sont demandées, etc. Et donc, c'est une étude qui a donné lieu à un livre blanc que nous serons ravis de vous offrir à, à vous tous et qui a eu beaucoup de retentissement parce que bah, c'est vrai que c'est pas, comme disait Fanny, c'est pas si souvent qu'on peut se projeter comme ça dans les 10 ans à venir du marketing. Voilà, donc je vais te redonner la parole, Fanny, j'imagine, et vous souhaiter un très bon webinaire. Merci Catherine pour ces quelques mots et merci en tout cas d'être présent aujourd'hui. On est ravis de pouvoir créer ces ponts avec les praticiens, les professionnels du marketing. On va pouvoir commencer avec la présentation de la grande étude et donc on va avoir aujourd'hui trois speakers. Donc je remercie vraiment également d'être présent aujourd'hui. Donc Florent Argentier prendra la parole tout à l'heure en tant que représentant de la voix des professionnels du marketing. Donc Florent Argentier est directeur marketing HEC Paris Executive Education. Il est membre du conseil d'administration de l'ADTEM, mais surtout, il est coordinateur d'un collectif monté il y a quelques années par l'ADTEM qui s'appelle Responsable by ADTEM, que je vous invite à aller découvrir. Il a plus de 25 ans d'expérience, Florent, en tant que directeur marketing et consultant en management, stratégie marketing et transformation digitale. Et donc, il a répondu présent à notre invitation pour pouvoir commenter avec son regard d'expert cette étude réalisée par l'ADTEM, BVA et PwC. Donc, Merci, pour bonjour. représenter le PwC, nous avons ici Jean-Christophe Bertrand. Donc, il est associé en charge de la practice marketing et relations clients de PwC France. Fort de 25 ans d'expérience en conseil, il a travaillé sur l'efficacité marketing commerciale dans de nombreux secteurs d'activité, tant B2B que B2C, notamment en industrie manufacturière, les télécommunications, l'énergie, les services publics, l'aérospatiale, la défense. Et on a également avec nous Emmanuel Obadia. Il est optimiste senior advisor, exécutif coach et conférencier. Il accompagne les dirigeants, directeurs marketing et entrepreneurs dans leur transformation stratégique en intégrant innovation, durabilité et impact client. Il est ancien VP marketing IMIA chez Oracle et Salesforce. Il coordonne aujourd'hui les travaux de l'ADTEM sur le futur des CMO au travers de la publication CMO Profiles, dont on parlait tout à l'heure avec Catherine. Il intervient régulièrement pour aider les entreprises à articuler performance et responsabilité et à former les leaders de demain. Donc, je vais vous laisser la parole tous les deux, Emmanuel, Jean-Christophe. Donc, vous avez 20 minutes, c'est ce qu'on a Très prévu bien. aujourd'hui
pour présenter l'étude. Et puis sur le temps qui nous restera, donc c'est Florent qui prendra la parole. Et pour vous tous participants, ce qu'on vous propose, une fois que l'étude aura été présentée, c'est de nous envoyer les questions dans le chat. Et Florent, lors de la présentation, lors de la préparation de ce webinaire, m'a indiqué l'intérêt qu'il avait pour que ce soit interactif. Donc voilà, sur la dernière demi-heure, il y aura un temps vraiment d'interaction et sur lequel on vous invite à envoyer vos commentaires sur le chat. Et donc, je relayerai les informations. Emmanuel, Jean-Christophe, c'est à vous. Merci. Et Emmanuel, tu m'indiques quand tu veux que je lance. Je partage mes slides, j'espère que vous les voyez. Oui, Eh ben, c'est parfait. Christophe, the tout floor à is fait. yours. Bah écoutez, merci beaucoup de nous laisser cette séquence pour présenter les résultats de cette étude CMO Profile 2024. Comme on le disait et comme Catherine le présentait, ça a été vraiment l'occasion d'un exercice prospectif. En fait, on s'est projeté à 2034. On s'est projeté à 2034 pour réfléchir justement à ce que sera la fonction marketing en 2034. Et pour cela, en fait, on est allé visiter trois mondes. Le monde de l'accélération, très digital, data, le monde de la mutation, plutôt réglementé, et le monde du ralentissement, du repli. Mais justement, on présentera ces différents mondes juste après. Alors, si tu peux passer, Emmanuel, à la page suivante. Donc, comme on le disait, c'est une étude qui est quand même innovante, hein, qui a été menée en 3 temps. En fait, on a vraiment appliqué la méthode du design fiction pour réaliser cette étude. On a fait un premier temps, en fait, avec une vingtaine de participants, des directeurs marketing, des journalistes, des acteurs académiques, en juin 2024, où on a fait un atelier de design fiction. On s'est projeté dans les trois mondes. Alors le design fiction, c'est vraiment se projeter dans les mondes, s'immerger dans les mondes, avec des artefacts qui sont des objets, des vidéos qui permettent de comprendre ces différents mondes. Et puis à partir de là, on essaye justement, quand on s'est bien projeté dans le monde, d'imaginer ce que serait que le marketing dans ce monde. Et puis ensuite, de juillet à octobre 2024, on a mené avec BVA Excite une étude quantitative où on a pris les résultats de l'atelier de design fiction et on a fait réagir 120 directeurs marketing de manière quantitative sur ces résultats. Et puis en décembre, on a présenté les résultats au travers d'un atelier à un panel de 50 directeurs marketing. Et là, à partir de ces résultats, on s'est dit, mais finalement, quels sont les impacts et les implications pour le directeur marketing aujourd'hui, pour sa fonction? Quelles sont les priorités qu'il doit adopter et quelles sont finalement la feuille de route pour pouvoir prévoir, préparer au mieux ces trois mondes, puisque l'objectif du design fiction, c'est pas de se dire qu'un monde va advenir plutôt que l'autre, mais de trouver des marqueurs qui vont nous permettre finalement de réagir à temps et anticiper ce qu'il pourrait advenir. Voilà, alors rentrons directement dans ces trois mondes. Je commence par le monde slow. Donc le monde slow, c'est un monde où, en fait le monde ralentit, les États se replient, les sociétés se ressentent, c'est un monde beaucoup plus local, c'est un monde du renfermement quelque part. Et dans ce monde slow, vous voyez, 68% des directeurs marketing souhaitent un marketing de proximité, authentique, avec un fort ancrage local. Finalement, le monde slow, c'est le monde dans lequel le marketing est beaucoup plus communautaire. C'est un marketing de proximité. C'est un marketing qui est vraiment ancré localement. C'est aussi un marketing qui promeut la simplicité. Donc, vous voyez, il y a certains mots, même si c'est un monde qui n'a pas été le plus probable pour les directeurs marketing, c'est quand même un monde où on a quelques mots-clés qui ressortent comme la communauté, la proximité, la simplicité. Euh, Dans ce monde-là, le consommateur est vraiment intégré au processus de création d'un produit ou d'une offre. Il est partie prenante. Vous voyez, en fait, les chiffres que l'on a là, 76% des directeurs marketing qui ont été interrogés, donc de nos 120 directeurs marketing, considèrent que c'est tout à fait probable ou probable. Les entreprises sont des entreprises finalement à mission dans ce monde. Elle valorise une démarche, une identité forte et le marketing mise sur la simplicité. Donc ça, c'est le monde slow, le monde du ralentissement. Si on passe à la page d'après, le monde mutate, c'est un monde hyper régulé. Et en fait, dans l'histoire, c'est un monde dans lequel il y a eu une sorte de cataclysme écologique dans les années 2025, 2026, 2030, qui a fait fortement réagir les citoyens et qui ont imposé aux États une réglementation.
Et donc, c'est un monde dans lequel l'écologie s'amorce avec des nouveaux engagements collectifs. C'est un modèle de consommation alternatif, mais c'est vraiment un modèle régulé. Et curieusement, les directeurs marketing le voient comme enfin, finalement assez probable, peut-être pas le plus probable, mais en tout cas assez désirable. 92% des directeurs marketing souhaitent que les consommateurs exercent une réelle influence sur la stratégie de l'entreprise. C'est un monde où il y a un équilibre entre innovation et responsabilité sociale. Les consommateurs sont finalement impliqués dans les processus d'innovation, ils participent à la gouvernance d'entreprise. C'est un peu le c'est qui le patron à l'échelle, vous voyez, dans ce monde-là. Et en même temps, il y a beaucoup de transparence. C'est un monde où finalement la réglementation impose beaucoup de transparence. Et finalement, cette transparence, elle est clé et elle peut créer la confiance ou rompre la confiance avec le consommateur. C'est aussi un monde où le consommateur, comme vous l'avez en haut, a une réelle influence sur la stratégie de l'entreprise. Voilà, donc ça c'est le monde mutate. Et le monde pay, c'est le monde alors le plus probable, hein, mais finalement le moins désirable. C'est un monde de l'hyper-technologie, c'est un monde de l'accélération, de l'hyper-personnalisation. C'est comme dans ce film-là où on imagine le comportement des individus avant ils ne se comportent, entre guillemets. Dans ce monde-là, qui est donc le monde de la technologie, de la mondialisation, de l'intelligence artificielle, la mondialisation se poursuit. Moi, je ne sais pas si elle se poursuit parce que entre le moment où on a écrit cette étude et aujourd'hui, finalement, les choses ont un peu évolué. Mais en tout cas, voilà, c'est un monde de la mondialisation. Les sociétés s'organisent en plateformes. Et 90% des directeurs marketing estiment probable que le marketing devienne finalement B2Me. C'est le grand mot de ce monde-là, c'est le B2Me, avec des offres finalement qui sont dispensées en temps réel, presque anticipées. Le monde pay, c'est le monde de la data, c'est le monde de l'hyper-personnalisation. La notion même finalement de produit standardisé elle disparaît dans ce monde-là, c'est assez intéressant. C'est tellement personnalisé que le produit standardisé n'existe plus. Et pour produire ça, en fait, c'est des offres de produits et de services personnalisés. Ben, c'est un monde des alliances, en fait. C'est un monde dans lequel, finalement, il faut que plusieurs entreprises s'associent en plateforme pour proposer une offre personnalisée. Voilà, donc le monde de Pace, le monde de hyper technologique. Et finalement, si tu passes à la page d'après, Emmanuel, et si tu peux afficher les 4 carrés d'un coup, merci. Et ça, c'est ça l'exercice intéressant du design fiction, c'est qu'en combinant ces trois mondes, on voit des marqueurs forts pour le marketing de demain que l'on a en fait évalué selon les trois dimensions finalement qui ont été posées au directeur marketing dans l'étude quantitative. C'est est-ce que c'est désirable pour le directeur marketing? Est-ce que c'est probable? Et est-ce que ça possède un impact positif dans la société? Alors, il a fallu qu'on combine ces trois critères pour ranger nos marqueurs. Et on a ces quatre carrés enfin, carrés ou quatre zones qui interviennent. Alors en vert, c'est vraiment les marqueurs qui sont à la fois probables, vus comme probables par les directeurs marketing, qui sont désirables et qui sont positifs pour la société. Et là, qu'est-ce que l'on voit apparaître comme marqueur? Bah, c'est que le marketing va être très probablement confronté à des consommateurs dans le futur qui sont vraiment beaucoup plus exigeants vis-à-vis de leurs fournisseurs, alors exigeants sur la qualité des produits ou des services, mais aussi exigeants en termes de transparence, en termes d'engagement sociétal, en termes d'entreprise à mission. Ils vont attendre donc finalement un engagement fort de leurs entreprises. Et on a même parlé de contrat de proposition de valeur entre l'entreprise et le consommateur. C'est-à-dire qu'on va aller au-delà de la vente de produits, on va avoir apparaître cette notion de contrat de proposition de valeur qui va apparaître. Et une chose qui sort aussi, c'est la dimension confiance qui va être vraiment primordiale, avec une attente de plus en plus de transparence. Et finalement, nous, ce qu'on pense, ce qu'on a vu avec cette étude, c'est que c'est au marketing d'imposer, enfin de porter cette dimension de transparence de l'entreprise vis-à-vis des consommateurs. Alors, on parle aussi beaucoup finalement de transparence, de marketing durable, etc. On a eu un webinaire dans lequel il y avait nos amis d'Accor qui témoignaient. Et c'est assez intéressant parce qu'il y a certainement dans le futur un rapprochement entre cette fonction de sustainability et le marketing. Un rapprochement, partenariat, peut-être on peut imaginer fusion. En tout cas, ce qui est tout un flot d'indicateurs qui a été porté par la fonction sustainability, RSE, vont se retrouver à être également portés par le marketing vis-à-vis des consommateurs.
En rose, on voit des marqueurs qui sont désirables, probables, mais qui ont pour le coup un impact négatif sur le marketing et sur la société. Et là, finalement, c'est des opportunités pour le marketing parce que ça reste désirable et probable, mais à manier avec précaution. Et là, on retrouve la data, on retrouve l'IA. Donc ça, c'est intéressant parce que nos directeurs marketing, ils disent oui, évidemment, il faut utiliser la data, il faut utiliser l'IA. D'ailleurs, l'IA, c'est la priorité numéro un des directeurs marketing en 2025. Mais en même temps, il faut vraiment le manier. Et dans le futur, il faudra le manier de plus en plus avec précaution. Euh, et là, encore une fois, le directeur marketing va avoir une responsabilité à jouer sur un usage raisonné de la donnée et en particulier de la donnée des clients. Il sera finalement le gardien de ces données vis-à-vis des clients. En orange, on a au contraire des marqueurs qui sont positifs pour la société, mais pas forcément désirables pour la fonction marketing. Et là, on retrouve finalement un angle mort du marketing, c'est la notion de consommation-déconsommation. Finalement, c'est la question même de la consommation qui est questionnée dans ce carré orange et qui va, en fait, même si la déconsommation ne va pas s'imposer en masse, en fait, il y a un certain segment de clients qui devient des consommateurs. Et qu'est-ce que le marketing fait de ce segment de clients qui devient des consommateurs? Sans souhaiter quand même que toute la société rentre dans la déconsommation, le marketing va toutefois devoir aller chercher un certain nombre de poches de valeur qui sont au-delà du produit, qui sont dans l'usage, dans le réusage, dans la circularité, et donc transformer en profondeur son portefeuille d'offres. On y reviendra tout à l'heure sur la transformation de la fonction marketing, mais il y a cette notion d'usage, de service, de réusage à aller chercher. Et puis enfin en rouge, alors très rapidement, c'est ce qui est ni souhaitable, ni désirable, ni probable, ou peut-être probable, mais faiblement, et avec un impact négatif sur la société. En tout cas, ce qu'on voit là-dedans apparaître, c'est vraiment la notion de disruption. C'est un monde du no-logo, il n'y a plus de marque, qui peut être tout IA, où finalement le marketing peut se faire disrupter soit par la technologie, l'IA, soit par le consommateur lui-même. C'est cette notion, et c'est intéressant parce que en fait, on parle beaucoup de disruption par des autres acteurs, des startups, mais là, c'est soit le consommateur, soit la technologie qui vient disrupter le marketing. Voilà, en clair, quelques-uns des grands marqueurs que l'on a vu apparaître au travers de notre étude, et je donne la parole à Emmanuel pour continuer cette présentation. Alors, je vais ajouter la dimension qui est d'habitude présentée par Stéphane Marcel de BVA qui a travaillé avec nous sur la partie quanti de cette étude. Et on va commencer par une réalité qui est un peu ambivalente, parce que quand on interroge les CMO aujourd'hui, ils sont 71% à estimer que leur rôle a un fort impact sur le business. C'est massif. Et dans cette majorité, 42% se positionnent clairement sur un rôle stratégique, tandis que 29% occupent un rôle plus opérationnel, mais avec un fort impact. Donc en résumé, le CMO est de plus en plus un acteur du business à part entière, mais là, il y a un paradoxe, c'est que la reconnaissance n'est pas au rendez-vous. Alors vous ne l'avez pas à l'écran, mais seulement 16% des répondants, marketeurs, estiment que leur fonction est plus valorisée que les autres. Et c'est en baisse par rapport à l'année précédente. C'est une question qu'on pose à chaque édition de CMO Profiles. Donc ça révèle une forme d'asymétrie entre le niveau de contribution réel et la perception de cette contribution dans les organisations. Alors j'ai envie de vous retourner la question, n'hésitez pas à réagir dans le chat. Qu'est-ce que vous faites comme constat autour de vous? Est-ce que vous voyez vous-même dans les entreprises cette frustration? Postez dans le chat et faites-nous part de ce que vous voyez vous-même. Et ensuite, bon, comme on l'a évoqué, dans l'étude Quanti, on proposait, entre autres questions, on demandait aux marketeurs de nous dire quel était le monde qui était désirable pour eux et quel était le monde qui était probable. Alors, ça part dans tous les sens. Donc, BVA a essayé de faire un, un indicateur synthétique que vous voyez à l'écran et qui nous livre en fait des grands enseignements. Le premier, c'est que les CMO sont des citoyens comme les autres. Leur préférence va clairement au monde mutation, qui est celui qui allie en fait l'écologique avec le responsable sociétal. C'est celui qui est le plus désirable et porteur de sens. Mais paradoxalement, il est perçu par cette même audience comme étant le moins probable. À l'inverse, le monde accélération, on l'a fait en anglais, Jean-Christophe, depuis le début, donc c'est pace and mutate. Donc le monde Exactement. pace est celui de l'hyper-techno. Il est vu comme le plus probable par la majorité des CMO, mais il suscite beaucoup plus de réticence.
notamment à cause de son impact jugé négatif sur la société. Donc ça révèle une tension que nous souhaitons féconde en réalité, entre ce vers quoi nous voulons aller, la durabilité, la mission, la sobriété, et ce que les dynamiques économiques et technologiques nous imposent ou semblent nous imposer. Efficacité, accélération, et on ne l'a pas assez dit, mais c'est monté énormément, intelligence artificielle, bond de 58% depuis la dernière étude. Car là où il y a tension, il y a une opportunité d'agir. En tout cas, c'est comme ça qu'on veut se positionner et qu'on veut le voir. Et c'est sur cette tension que je vais m'appuyer pour vous proposer quelques pistes d'action concrètes qui vont peut-être vous inspirer pour le débat qui va suivre. Imaginez un funambule sur un fil tendu entre deux mondes. D'un côté, le monde accélération, pace, marqué par une accélération technologique effrénée, et de l'autre, mutation, où la mutation écologique impose responsabilité et durabilité. Ben, ce funambule, ça incarne parfaitement le rôle stratégique des CMO qui doivent jongler entre innovation et responsabilité, tout en guidant leur entreprise à travers ces transformations complexes. Le CMO de 2034, c'est ce funambule. Il est l'équilibriste qui doit non seulement maintenir l'équilibre, mais surtout avancer, progresser, innover, en combinant la puissance technologique d'un côté et les engagements sociétaux de l'autre. Marketing devient un médiateur qui navigue entre efficacité technologique et valeur sociétale. Mais surtout, c'est un catalyseur de changement, car on ne peut pas rester spectateur passif au sein du comité exécutif ou du comité de direction. On doit vraiment transformer, c'est ce que nous croyons profondément, les tensions de ces deux mondes, apparemment contradictoires, en opportunités, en propulsant des modèles de croissance durables grâce à une utilisation responsable de la technologie. Alors permettez-moi de partager quelques exemples concrets et, je l'espère, qui vont vous inspirer. Prenons IKEA par exemple, qui a fait le vœu d'une circularité totale qu'il prévoit d'ici à 2030. Mais dans le même temps, ils bossent sur l'expérience client augmentée grâce à la réalité virtuelle par exemple. Leur application permet de visualiser des meubles en réalité augmentée, rendant l'expérience plus immersive, tandis que leur engagement écologique montre un fort alignement avec le monde mutation, mutate. Alors évidemment, Patagonia, c'est l'icône de la marque responsable, donc on ne peut pas ne pas en parler. Mais c'est intéressant, parce que c'est l'icône des entreprises à mission, mais ils mettent en œuvre une hyper-personnalisation responsable, notamment dans leur plateforme, je ne sais pas si vous la connaissez, Wear, qui encourage les clients à acheter des vêtements d'occasion. Donc c'est un modèle d'économie circulaire en ligne, qui favorise la durabilité, tout en offrant une expérience en ligne fluide et personnalisée grâce à la technologie. Cette initiative, elle est plutôt emblématique de mon point de vue pour les CMO en 2034 parce qu'elle montre comment allier responsabilité écologique et engagement client grâce à l'innovation en renforçant la pertinence de leur rôle stratégique. Unilever, on l'attend peut-être moins, mais notamment dans leur transformation des chaînes d'approvisionnement grâce au collectif de son écosystème avec des pratiques RSE ou ESG, appelez-les comme vous voulez, exemplaires. Prenons l'exemple de la coalition sur l'utilisation durable de l'huile de palme. Si vous n'êtes pas au courant de cette histoire, Unilever atteint un approvisionnement en huile de palme sans déforestation à hauteur de 97,5%, en surveillant, excusez du peu, 20 millions d'hectares et 36 000 exploitations grâce à des technologies de pointe. Données, images satellites, géolocalisation, blockchain et j'en passe. Et IA, je ne l'ai pas mis dedans. Et un partenariat avec des producteurs, des communautés locales, des gouvernements, des acteurs technologiques. Donc voilà une autre source d'inspiration. Puis je vais terminer avec Ilti, qui pour moi est le plus spectaculaire parce qu'ils ont opéré un changement tectonique de leur business model à un moment où ils étaient en grande difficulté économique, avec une grosse chute de chiffre d'affaires. Et ils sont passés d'une économie de la transaction à une économie de l'usage, comme d'autres ont fait, comme Philips par exemple, en intégrant l'intelligence artificielle et l'Internet des objets pour aider leurs clients à optimiser l'utilisation de leur équipement, tout en réduisant l'empreinte environnementale. Et ça, c'est grâce à la transparence des données, on va revenir beaucoup sur la transparence, et l'amélioration des processus de recyclage. Ça montre que l'accélération technologique peut être au service des valeurs sociétales fortes. Mais Jean-Christophe, ça donne quoi pour les marketeurs au cœur des business models? Parce que je crois qu'il y a des choses à dire là-dessus. Alors effectivement, pour devenir quelque part le leader de cette transformation, la fonction marketing quelque part doit se réorganiser autour de trois piliers. C'est ce qu'on a vu dans l'étude et c'est ce que l'on a travaillé avec nos directeurs marketing. Un premier pilier qui est le marketing stratégique. En fait, il y a une nécessité pour le marketing de se repositionner comme business partner d'Ecomex,
comme médiateur au sein de l'entreprise entre le client et un certain nombre de fonctions comme le product development, la R&D, etc. Donc il y a besoin d'une fonction de marketing qui est encore plus stratégique. Et ça, nous, on voit beaucoup de nos clients nous en parlent parce que, en fait, ce marketing a petit à petit évolué vers un marketing très opérationnel. Et aujourd'hui, nos clients nous disent il faut repositionner le marketing dans un rôle stratégique. Orchestrateur de la transformation des modèles d'affaires. Quand on parle de modèles d'affaires, c'est quoi? Ça parler de services, de réusage, de circularité, ça change l'offre, ça change la proposition de valeur, ça change le prix, le positionnement marché. Et ça, c'est au marketing de le porter avec une connexion avec les clients, on en a parlé, hein, c'est la voix du client, le client doit rentrer de plus en plus dans la décision et la gouvernance de l'entreprise, et puis des stratégies d'alliance. Et dans ce marketing stratégique, ce qu'on voit, et ça notre ami de BVA nous l'a bien souligné, c'est un monde des études qui doit évoluer avec quelque chose qui est beaucoup plus ancré sur la sociologie, des compétences sociologiques au sein du marketing stratégique pour comprendre les comportements des consommateurs, pour aider aussi les consommateurs à décider via du nudge ou des choses comme ça. Donc la sociologie doit rentrer dans le marketing. Ensuite, le deuxième pilier, c'est un marketing de l'offre qui est complètement restructuré. Et là, les entreprises, dans les 5 prochaines années, vont avoir à restructurer leur portefeuille d'offres pour passer d'un portefeuille de produits ou de services vers quelque chose de beaucoup plus durable, pour intégrer justement la circularité, les secondes mains, de nouvelles offres de services sur les usages et quelque part pour intégrer aussi les opérations et la supply chain dans ce modèle de portefeuille d'offres. Et puis la troisième chose, quelque part, ce marketing opérationnel qui est très centré sur du push aujourd'hui, il va devoir évoluer pour être un marketing opérationnel d'affinité, d'influence, en créant une logique de proximité, en développant la logique d'influenceur, influenceur des usages. Donc comment on peut influencer des usages plus vertueux, comment on peut faire en sorte justement de développer des comportements clients plus vertueux. Et puis, justement, c'est là où la data et l'IA peuvent servir à la fois à mieux personnaliser l'offre, parce que le monde pace, il est quand même probable. Donc, il va y avoir aussi un sujet d'hyper-personnalisation. Mais ce sujet d'hyper-personnalisation, donc d'usage de la data et de l'IA, et donc en fait, de positionnement technologique et data du marketing, ça va aussi s'accompagner de cette logique de garant des enjeux éthiques vis-à-vis des consommateurs et donc d'une logique de défense de la donnée client et de toute la connaissance que l'on peut avoir de ses clients. Voilà. Donc un marketing qui finalement va devoir avoir pas mal à se réorganiser. Et la montre tourne, donc je vais accélérer pour conclure et laisser ouvrir les discussions qui me semblent plus intéressantes. Mais quelques pistes d'action qu'on peut prendre dès aujourd'hui si vous ne les avez pas déjà prises ou si vous ne les voyez pas être prises autour de vous. La première, c'est repenser l'offre, le portefeuille des offres avec des engagements RSE. On l'a vu chez Ilti, mais pour un CMO, c'est par exemple utiliser des calculs d'impact avant chaque lancement d'offre. Ça paraît des évidences, mais beaucoup d'entreprises n'en sont pas encore là. C'est lancer des programmes de co-création avec les clients. Ça, on en a beaucoup parlé. IKEA, par exemple, avec son bootcamp, le fait. C'est impliquer les clients dès la conception pour garantir une adoption optimale. Donc ça peut être fait dès maintenant. La troisième, c'est intégrer des circuits de recyclage à la proposition de valeur. Donc on le voit chez beaucoup des marques que j'ai citées, Patagonia en est une, Hilti est un exemple flagrant. Donc il faut essayer de mettre en place ces modèles circulaires. Le business, selon les entreprises, le business model peut s'y prêter plus ou moins. L'idée, c'est pas de faire toutes ces idées, hein, c'est d'aller piocher là-dedans et de commencer quelque part, mais de le valoriser, ce modèle circulaire, dans la communication de marque. La deuxième dimension, c'est intégrer le l'ESG ou la RSE comme un pilier stratégique et surtout assurer la transparence. On le voit dans d'autres études, Florent, tu nous parleras peut-être des études qui ont été faites dans Responsable, mais on a vu la difficulté des entreprises qui faisaient des initiatives RSE pour en parler, pour communiquer autour de ça. Moi, je voudrais l'icône de la responsabilité, c'est Patagonia. Je pense que vous vous rappelez, vous avez entendu parler de la campagne pleine page sur New York Times, Don't buy this jacket. Elle date de 2011. C'est quand même assez culotté de faire une campagne de cette importance. Et pourtant, et ce n'était pas la volonté de Patagonia, mais à la suite de ça, leurs ventes ont augmenté de 30% en 9 mois.
Donc, intégrer l'ESG dans les campagnes marketing, ça permet d'engager les clients et les parties prenantes. Donc, c'est une autre piste et une autre chose à essayer. Et puis, intégrer le ESG ou la RSE dans vos indicateurs de performance marketing. Donc, Unilever le fait énormément. Je pourrais éventuellement donner plus de détails sur ce que ça donne, mais intégrer ça dans les tableaux de bord. Les tableaux de bord pour le marketing, c'est un sujet épineux. Bah, il faut essayer d'intégrer ces indicateurs-là directement. Et puis, troisième axe, qui était vraiment, qui répond aussi à à cette perception des marketeurs qu'ils ne sont pas autant valorisés que les autres fonctions dans l'entreprise, enfin, en tout cas au sein du comité de direction, c'est renforcer ce rôle de marketing, de ce rôle d'influence stratégique avec le marketing. Donc par exemple, euh, positionner le marketing comme un moteur de changement en intégrant l'ESG dans la prise de décision. C'est ce qui est fait chez Unilever et Hilti, par exemple. Le deuxième, et tu l'as un peu évoqué, Jean-Christophe, même à plusieurs reprises, le recours à la donnée et à l'intelligence artificielle, mais de manière responsable et transparente. Ilti, à ce titre, est un super bon exemple. Euh, Comment ils ont utilisé la transparence et les données des clients pour apporter plus de valeur aux clients. Donc, c'est exploiter l'intelligence artificielle, mais de manière responsable. Et le point sur lequel je voudrais vraiment insister, c'est le dernier point, c'est le sujet des formations en interne. Alors, il y a le sujet des formations en interne pour l'éthique dans le marketing. Il faut savoir qu'une boîte comme Ilti dépense 10 millions d'euros par an pour former ses collaborateurs sur le sujet. Mais je voudrais aussi l'augmenter par rapport à une problématique essentielle dans l'introduction de l'intelligence artificielle dans les entreprises, et en particulier générative, c'est le problème d'adoption. Et donc, la formation et l'accompagnement est vraiment une clé. Donc voilà quelques idées pour démarrer. Et finalement, on pourrait se dire, marketing est mort. Bon, bah alors vive le marketing, parce qu'en 2034, il ne s'agit pas de vendre à tout prix. On est en 2034, hein, rappelez-vous, hein, mais d'inspirer, de rassembler, de créer du sens pour redonner une âme au marketing. Parce que l'audace, c'est notre carburant. La croissance responsable, c'est notre boussole. Donc l'audace aujourd'hui, elle est clé pour une croissance qui inspire, qui rassemble, à commencer au sein de l'entreprise, et qui laisse une entreprise durable. L'audace des CMO d'aujourd'hui va définir le leadership du marketing de demain, donc il est temps de se mettre en route. Mais comment? Grâce à, on l'a évoqué, une hyper personnalisation que j'appelle B2Me. C'est plus du B2B ou du B2C, c'est du B2Me. On veut une relation hyper personnelle avec nous, mais il faut qu'elle soit pertinente et proactive. Ça veut dire, par exemple, adapter l'offre et les messages aux besoins uniques de chaque individu. Alors, c'est un peu compliqué quand on est en B2C parce qu'on gère un paquet, mais il y a la techno pour nous aider à faire ça. Mais il faut respecter les valeurs de durabilité et de transparence. Transparence, qui est un élément clé de la démarche, qui doit être totale, qui va renforcer un élément vital dans la relation avec les clients, c'est la confiance dans une approche responsable. La confiance est vraiment le premier facteur de fidélisation des clients. Et cette approche responsable, chaque action est un levier de différenciation. Donc, je voudrais aussi souligner le fait qu'en 2024, on l'a vu, le mandat des CMO, c'était de délivrer plus de croissance avec moins de moyens. Et il faut réinventer le marketing pour qu'il rime avec progrès social et environnement. Donc, l'atout des CMO au sein du CODIR ou du COMEX, c'est de pouvoir stimuler la croissance par la différenciation. Et le marketing est probablement la seule fonction à pouvoir le faire. Donc autant utiliser ce différenciateur par rapport aux autres membres du comité de direction. Donc en 2025, l'invitation que nous vous proposons a des thèmes PwC, BVA et j'espère l'AFM, c'est qu'on soit tous les architectes de ce futur, qu'on ose réinventer un marketing qui inspire, qui rassemble et qui laisse une empreinte durable. L'avenir est entre nos mains et donc notre ambition aussi, c'est de le faire ensemble. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Ce qui fait une bonne transition, je pense, pour ouvrir la discussion et de comprendre vos réactions, le vécu de Florent en particulier. Et je vous invite, si vous n'avez pas encore eu la curiosité, si vous ne saviez pas où le trouver, n'hésitez pas, scannez ce QR code, je vais vous mettre le lien dans le chat de toute façon, téléchargez l'étude, elle est vraiment très très intéressante. Et Fanny, je te rends la parole. Merci Jean-Christophe Emmanuel. C'était parfait sur l'envie que vous nous donnez d'aller découvrir le document. Moi, j'invite tous les participants, enseignants-chercheurs notamment, à aller découvrir tout ça. Il y a plein de choses qui m'ont interpellée et qui, je pense, vous interpelleront aussi.
notamment des choses qui ont été soulignées là sur la valorisation de cette fonction marketing ou la dévalorisation. On sait qu'à l'AFM, on a par le passé travaillé sur des études sur l'image du marketing. On en parle beaucoup. Est-ce que nos étudiants se projettent en marketing? Est-ce qu'ils se projettent dans un marketing qui est positif? Il y a des choses qui sont en lien avec ces questions-là dans votre étude, des choses qui sont en lien aussi sur les compétences. Nous, en tant qu'enseignants-chercheurs, on se pose la question de quelles compétences on doit développer dans nos cours, dans les diplômes et donc pour les étudiants qui travailleront en marketing. Donc il y a des choses en lien avec ça dans le document. Et puis bien sûr, cette question du débat, de la tension plutôt entre la technologie, la question de la responsabilité. Et on voit à travers les exemples que vous avez donnés qu'on peut trouver un espèce d'équilibre. En tout cas, c'est peut-être vers ça qu'on doit aller. Euh, Florent, je ne vais pas parler plus que ça. Je vais te laisser la parole, encore une fois, en te remerciant d'avoir accepté de bien vouloir discuter de cette étude avec ton regard d'expert. Merci Fanny, merci à tous. Merci Emmanuel et Jean-Christophe pour cette présentation. Merci aussi pour l'enthousiasme des recommandations, Emmanuel. Je trouve que c'est tout à fait intéressant. Sans reprendre moi, ce qui m'intéresse, enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, elle est partie, cette étude, sur trois mondes qui sont assez caricaturaux, qui peuvent être d'ailleurs, en tout cas, deux un peu compliqués, à mon avis, plus repoussant que l'autre. Mais il y a une partie de caricature. Et bien évidemment, on sait que la vérité, la réalité, elle sera d'abord ce qu'on en fera, et elle sera un petit peu entre tout ça. Ce qui s'est ajouté depuis le moment où l'étude a été faite, et Jean-Christophe l'a souligné tout à l'heure, c'est que ça, entre-temps, il y a eu des élections, il y a eu des votes, il y a eu des débuts de guerre, des fins de guerre ou des pourparlers. Et en fait, c'est rajouté encore deux caractères pour moi essentiels. C'est l'imprévisibilité qui est encore plus forte pour le monde économique et donc pour le monde des entreprises, et aussi une certaine radicalisation, une forte radicalisation à la fois, je dirais, politique, mais qui se retrouve aussi dans les entreprises, hein. Il y a qu'à voir les prises de position aux États-Unis, notamment les GAFAM, entre guillemets. Cette radicalisation, elle arrive dans les entreprises. Donc ça complique encore la donne et ça rend les choses encore plus incertaines et peu lisibles. Ce qui ressort de cette étude, moi j'ai l'impression, c'est qu'il y a une trajectoire qui apparaît claire pour tout le monde. La trajectoire, si on ne fait rien, c'est qu'on va vers le monde de l'accélération. C'est une trajectoire qui se dessine, c'est une trajectoire que nous, les marketeurs, dans notre majorité, vers laquelle on n'a pas envie d'aller, en tout cas pas complètement là-dedans. On a envie de profiter de l'IA, on est conscient que l'IA fait partie de notre monde de professionnels et consuméristes de demain, mais il faut y aller en faisant attention. Et on veut ajouter cette couche de durabilité, tu l'as très bien dit, Emmanuel, pour que ça ne soit pas complètement technologique et complètement dans ce monde de l'accélération. Et on est conscient qu'il faut être aidé par la régulation. Donc les États doivent nous aider à entreprendre cette régulation pour que les entreprises s'y mettent. Voilà. Maintenant, si on fait rien, on va vers le monde en mutation. Et moi, je constate aussi dans l'étude, et je suis assez surpris, que ce monde en mutation, il reste désirable quand même pour pas mal de personnes. C'est-à-dire que vraiment, si on fait rien, on y va. Et il faut se préparer à y aller ou se préparer aussi à ne pas y aller. Et se préparer à ne pas y aller, c'est agir dès maintenant. C'est pas attendre 2034 en se disant ça y est, on y est maintenant, comment on fait? C'est de se dire comment on fait pour ne pas y aller dans ce monde-là. Comment on fait pour ne pas y aller? C'est justement en travaillant sur des conférences comme celle-ci, en faisant des études comme celle qui a été faite. C'est l'exemple du collectif responsable de l'ADTEM, qui a été fait aussi pour que chaque dirigeant et directeur marketing dans l'entreprise, ils se disent, mais moi, j'ai une carte à jouer pour faire en sorte que mon entreprise, elle ne devienne pas complètement, qu'elle adopte une vision plus durable et qu'elle intègre la RSE, l'éthique, une certaine éthique dans ses décisions, dans ses produits, etc. Et donc ça, il faut le faire à aujourd'hui, moi je pense, c'est presque être militant, en tout cas on a un rôle à faire et on a un rôle aussi, vous avez un rôle en tant qu'enseignant pour faire en sorte que le marketing qu'on enseigne dans les écoles, il soit un marketing qui soit ouvert à tout ça. En tout cas, c'est pour moi, j'y crois complètement.
Donc, on doit se préparer à ce monde d'accélération, mais on doit aussi travailler sur ce monde qui ne sera pas qu'en accélération, et qui sera beaucoup plus désirable et qui sera plus durable et qui est ce monde mutate, comme vous l'avez appelé. Je vous invite à réagir, hein. Je vois des réactions qui passent là, donc n'hésitez pas à réagir. Et j'invite aussi, bien sûr, Emmanuel, Catherine, Lydiane, Fanny et Jean-Christophe à m'interrompre ou à me poser des questions, me pousser dans mes retranchements si vous le souhaitez. Euh, donc, le rôle du marketing. Alors, pourquoi le marketing est important là-dedans et militant? Parce que le marketing, mais moi, ça fait longtemps qu'on le dit et qu'on le revendique. On dit le marketing, c'est lui qui connaît le client. Mais oui, mais aujourd'hui, le client, il commence à nous dire des choses. Ça fait d'ailleurs pas mal de temps qu'il nous dit des choses intéressantes. Il commence à faire des consommations idéologiques. Il renonce à des consommations, il renonce à des plaisirs, à des loisirs, et il va vers des consommations engagées. Ça ne veut pas dire qu'il le fait tout le temps, ça ne veut pas dire que tout le monde le fait, mais ça veut dire que de temps en temps, moi je ne bois plus d'eau en bouteille en plastique, moi je prends plus l'avion pour me déplacer en France, etc., etc. C'est, et, et c'est le marketeur qui perçoit ces signaux-là. C'est au marketeur d'entendre ces signaux et de les faire passer à l'intérieur de l'entreprise au comité exécutif. C'est à lui de dire, attention, demain, le marché de l'eau en bouteille en plastique, il sera plus faible qu'aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui auront renoncé à l'eau en bouteille en plastique. Donc, que faire? Voilà. Et donc, c'est au marketeur de porter cette parole, cette voix du consommateur et de lui donner du poids. Et de commencer à réfléchir aussi à quelles offres il peut mettre en œuvre derrière. C'est-à-dire, si on n'a plus de bouteilles en plastique, comment on peut faire? Des bouteilles en verre, d'autres formats, etc., etc. Et donc, c'est à lui de travailler et d'amener les autres fonctions d'entreprise, et notamment les fonctions achat, les fonctions production, conception, à développer des produits différents, à imaginer des produits différents. Ça a été très bien dit aussi dans l'étude, des produits qui amènent aussi du service, du serviciel, une dimension servicielle dans les produits. Donc ça, c'est important. Euh, je voudrais dire aussi une chose, puisque c'est important sur les. J'étais tout à fait d'accord avec le slide sur les compétences du directeur marketing à mettre en avant demain. Il y a tout ce qui est data analyse, bien évidemment, renforcé par l'IA, bien évidemment. Donc là, le côté technologique du marketing qu'on connaît depuis 15 ans avec le digital, c'est extrêmement important de les maîtriser. Il y a ce marketing de l'offre dont on vient de parler. Moi, je voudrais rajouter aussi le marketing ce que j'appelle la marque. Parce que dans le monde de demain, où il y aura de toute façon, même si c'est un monde accélération ou mutate, c'est un monde où il y aura coexistence de types d'entreprises, des différents types de consommateurs. Je pense que la différenciation par la marque, elle va être essentielle, la marque et les produits. Et je pense que imaginer ou réimaginer des positionnements, c'est extrêmement important. Donc les marketeurs qui font de la stratégie de marque, je pense que c'est une notion qui va réexister demain. Et ça fait partie du marketing stratégique qui va reprendre sa place. La stratégie de marque, c'est quelque chose d'important. Le marketing client, bien évidemment. Et moi, je voudrais ajouter autre chose. Il y a une couche derrière tout ça. Quand on parle de tout ça, on parle d'expertise, on parle de talent, de compétences. Je pense que de plus en plus, il y aura aussi une importance pour le marketeur, c'est de mettre en avant ses valeurs. C'est pourquoi je veux travailler. C'est qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui m'anime et qu'est-ce qui fait que j'ai envie de travailler sur des activités de marketing qui sont plutôt plus techniques, plutôt plus durables, plutôt plus responsables. Et cette notion de valeur, elle est essentielle. Et je pense que c'est quelque chose d'important pour aussi dans la formation des marketeurs de demain et des cadres de demain. C'est pas simplement, bah, c'est nouveau, j'y vais et je vais apprendre à faire de l'IA. C'est comment faire de l'IA en respectant certaines valeurs qu'on a envie de promouvoir. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Laurent, est-ce que tu veux prendre trois questions qui nous arrivent là sur Oui, le je chat? n'ai pas vu. Vas-y, dis-moi, et puis n'hésitez pas à m'interrompre, hein, voilà. Vas-y. Alors, on a un premier commentaire, partage d'Esther qui nous dit: Je souhaite réagir avec cette citation. La meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de créer. De Lincoln et Drucker, les entreprises sont des forces agissantes, les trajectoires se décident versus se subissent. Je ne sais pas si Complètement certains d'accord. d'entre vous veulent réagir. C'est-
Ouais. C'est des phrases qu'il faut garder. Moi, à un moment donné, je donnais justement un cours, en tout cas une conférence sur le marketing et le marketing responsable. Et je démarrais en faisant un triangle. C'est-à-dire que moi, je me considère comme un consommateur, je me considère comme un professionnel du marketing avec une fonction de directeur marketing et aussi comme un citoyen qui vote. Et donc, j'ai trois leviers là pour faire en sorte que mes idées passent, c'est de voter et de voter donc pour des choix qui m'intéressent. C'est d'agir en tant que consommateur et d'agir dans mon cercle familial ou amical en tant que consommateur et de faire ce qui me correspond. Et finalement, là où j'ai le plus d'impact, c'est aussi dans mon entreprise. Je me suis aperçu que si je veux promouvoir des valeurs de durabilité, de marketing enfin de responsabilité, c'est finalement dans ma fonction de marketing que j'ai le plus de poids. Donc oui, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit là. Mm. Lydiane, tu veux Très réagir? Oui, oui, juste par rapport à un des mondes que vous décrivez où on est vraiment dans une logique très anarchique, où chacun peut prendre une place faite sur le marché, je me posais la question, ce risque de disruption des marques et des entreprises qui sont institutionnalisées sur les marchés, comment est-ce qu'on peut le prévenir? On avait en 2001 l'ouvrage de Naomi Klein là, sur nos logos, qui ouvrait plutôt des horizons vertueux vers un monde sans manipulation des marques. Là, à l'inverse, les marques, en fait, pourraient revenir comme des garants d'une offre normée, plus standardisée, enfin répondant à des normes, en tout cas, sur le marché. Euh, moi, ta question plus précisément, c'est quoi, Lydiane, ou c'est plutôt Non, mais le risque de disruption, en ouais. fait, dont vous avez parlé dans un des scénarios, avec cette anarchie des offres qui arrive directement, impulsée par l'IA, par la data, par de l'hyper-personnalisation. Ouais. Quel est-il ce rôle de disruption aujourd'hui? Je ne sais pas si Emmanuel ou Jean-Christophe veut répondre à ça. Moi, En tout euh, cas, moi, c'est celui ça- qui m'a interpellé le plus, c'est celui qui me fait le plus peur. Voilà, mais oui, oui, c'est bah, clair. il fait peur. Il fait peur, mais il est là, il est là, il est déjà là. C'est quand on voit, enfin, quand on voit, je vais pas citer de marque, mais quand on voit des distributeurs asiatiques qui sont arrivés en disruptant complètement le marché de la distribution, quelque part, c'est là. Et aujourd'hui, ils le font de manière massive et demain, avec l'IA, ils le feront de manière beaucoup plus spécifique et beaucoup plus précise. Et c'est extrêmement dérangeant parce que derrière, ils n'ont pas de contraintes et de valeurs. Voilà. Mm. Je pense qu'il y a une notion qui apparaît là, c'est la notion d'agent virtuel là. C'est un peu l'invention de l'année, ces agents virtuels. On voit tout un tas d'entreprises développer des agents virtuels. Ces agents, ils vont décider à la place des consommateurs et ils vont décider avec d'autres critères. Et je pense que s'il y a un risque de disruption de la technologie, c'est bien celui-là, c'est-à-dire une disruption par des intelligences artificielles qui décident de produits, de comportements de consommateurs avec des choses qui sont totalement inhumaines, quoi, entre guillemets. Et quand on parle de... Il y a bien cette double disruption. Il y a celle un peu du monde slow, où finalement les consommateurs vont s'organiser entre eux et l'entreprise peut ne plus faire partie de cette organisation en plateforme des consommateurs. On le voit déjà dans le monde de l'énergie, ça apparaître, où il y a les producteurs d'énergie qui commencent à vendre, parce qu'ils ont produit de l'énergie solaire sur leur toit, qui vendent directement de l'énergie à leurs voisins sans passer par un fournisseur d'énergie. Mais ça, c'est la disruption du consommateur. Et puis à côté, il y a la disruption de la technologie, c'est cette disruption des agents virtuels qui prennent la main complètement sur les comportements d'achat et sur les logiques d'achat des consommateurs. Et c'est ça, quelque part, les deux dangers pour l'entreprise, en fait, enfin, et en tout cas pour le marketeur. Il y a une question un peu en lien avec ça de d'Eric qui nous dit: que pensez-vous de la nouvelle fonctionnalité de TikTok sur cette plateforme? Les achats directement à partir de la plateforme, en direct lors de sessions de les achats entre guillemets animés par des influenceurs. Est-ce que voilà, il y a un risque de manipulation, des achats impulsifs, voire compulsifs, notamment auprès de la cible des jeunes? Pas vraiment vertueux tout ça. Est-ce que c'est un modèle qui va s'imposer? Ben, et le risque est avéré, et je pense que c'est un exemple flagrant de ce qu'on dénonçait tout à l'heure. C'est le monde, là, c'est le monde accélération dans son exemplarité absolue. J'utilise la techno à outrance et je favorise des achats non responsables. Donc, à court terme, je pense que ça va s'imposer, oui, parce que c'est en bonne voie. Et donc, ça pose un défi pour les... Donc, qui peut réagir à ça?
Donc d'abord, moi je vois la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que les réseaux sociaux peuvent faire, mais peuvent défaire aussi rapidement. Donc, savoir d'abord bien maîtriser comment on utilise les réseaux sociaux dans sa communication pour remettre au centre du jeu la transparence et la responsabilité. Les gens qui consomment de cette façon-là sont probablement pas au courant des conséquences de leur comportement. Et donc, il y a un rôle à jouer avec ça. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut démonter. C'est-à-dire qu'on peut en professionnel de la com, sérieusement, on peut aussi utiliser l'émotionnel pour démonter une campagne comme ça, hein. Il y a des biais pour le faire. Et l'émotionnel, ça marche, que ce soit en B2B ou en B2C, ça marche. Donc la bonne question, c'est, je pense, ça renforce la question, acteur ou spectateur, il faut être acteur. On y va. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'engage? Ce qui pose la question pour les entreprises de quel est leur niveau d'engagement par rapport à ces questions. Comment ils vont prendre la parole? Quel va être leur point de vue? Et quelles vont être les choses qu'ils vont pouvoir mettre en renfort de ça qui prouvent que c'est pas juste du blabla, que c'est pas juste du greenwashing, hein. Ah, il y a justement, tu viens de parler, Emmanuel, de la transparence. Il y a une question de Caroline qui nous dit la transparence ressort de l'étude comme une dimension clé. Comment imaginer concrètement le déploiement de la transparence en matière de données et d'IA? Il existe déjà une réglementation. Imaginez-vous appliquer simplement cette réglementation ou aller plus loin, notamment avec la dimension éthique dont vous avez parlé. Et puis, il y a aussi dans l'étude la notion d'hyper-personnalisation avec le B2Me. Mais comment concrètement hyper-personnaliser tout en tenant compte des craintes des consommateurs en matière de collecte d'usage de leurs données et la privacy? Hmm. Je pense que l'exercice qu'on a fait, c'est quand même un exercice de projection. On est en 2034, donc les choses ont un peu évolué avec des réglementations plus fortes ou des réglementations moins fortes. Il y a une chose qui est sûre, enfin c'est un peu le marqueur que l'on voit, c'est que les réglementations sur la data et l'IA, c'est bien, mais le consommateur aujourd'hui, il a quand même une crainte. C'est peut-être pas suffisant. On n'est pas sur le domaine de la loi et de la protection, on est bien sur le domaine de la confiance. Et en fait, ce qui nous a semblé apparaître, c'est comment le marketeur devient un agent de confiance, c'est-à-dire celui qui fait qu'à un moment donné, le consommateur, il est OK pour donner ses données ou pas, que ce soit réglementaire ou pas d'ailleurs. Enfin, on peut le faire on peut le faire dans la loi, mais en même temps, le consommateur n'a pas confiance. On voit beaucoup d'offres aujourd'hui qui se font de manière totalement légale, mais qui sont au-delà, enfin, et qui ne créent pas la confiance. Et donc, c'est bien cet enjeu qui est en jeu, c'est la confiance du consommateur. Ça, c'est la première chose. Et sur la deuxième chose, sur le B2Me, je pense qu'il faut se projeter dans les films de science-fiction. Il faut, parce que les films de science-fiction où Emmanuel saurait me donner le titre, là, je l'ai plus en tête, mais où euh, Minority Report. voilà, où on imagine le comportement de la personne avant même qu'elle y ait elle-même pensé. C'est peut-être de la science-fiction en 2024 ou en 2020 ou en 2015 quand ils ont fait le film, mais qu'est-ce qui se passe en 2034? Et avec la technologie, qui aurait pu imaginer ces agents virtuels dont je parlais il y a 2-3 ans? Qui aurait pu imaginer ChatGPT il y a 2-3 ans? Donc, en fait, le B2Me, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, on va aller très très loin dans ce domaine de la personnalisation et de la prédiction des comportements des consommateurs. Donc, Christophe, permets-moi d'apporter un éclairage peut-être un tout petit peu différent du tien. Pour moi, l'hyperpersonnalisation, c'est déjà aujourd'hui, hein, c'est pas 2034. Aujourd'hui, tous les algorithmes de Netflix, Amazon, Google, et vous pouvez continuer la liste avec moi, sont des algorithmes à base d'intelligence sociale avant que la GenAI existe, hein, parce que ça fait des années que ça existe. On est dans un mode post-IA, en fait, hein. Tous vos fils, tous vos fils des réseaux sociaux sont gérés par l'IA depuis longtemps. Toutes les réponses des recherches Google sont gérées par l'IA depuis longtemps. Je vous rappelle que c'est Google qui a permis à ChatGPT d'exister, hein. Les transformers, ça a été inventé par Google. Le T de GPT, c'est transformer. Donc, en fait, on le vit déjà, mais c'est plus ou moins bien fait. Donc là, je te rejoins, Jean-Christophe. Donc, je voudrais pas dire, hey, on va attendre 2034 pour voir comment ça se passe. C'est Hmm. déjà là, en fait. Donc, est-ce que vos marques l'utilisent correctement ou pas? Sur les histoires de légal, j'ai rarement vu une législation être en avance sur les usages des consommateurs et des citoyens. Rarement. Donc, on peut considérer que ces réglementations qui sont les bienvenues sont un minimum requis. Ça, c'est vraiment le garde-fou.
Mais alors, pensez au nombre de canaux qu'il y avait sur le Titanic, hein. Si vous vous rappelez réglementation et machin, ça n'a pas empêché une méga catastrophe. Donc c'est vraiment la couche de sécurité. Au minimum, respectez ça, quoi. Et on est très heureux dans la communauté européenne d'avoir l'IA Act, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Et vous voyez l'état des choses là-bas. Mais en réalité, et tu appuies sur les points, à mon avis, qui sont les plus fondamentaux, c'est de renforcer la transparence, c'est-à-dire Mm. de renforcer la confiance, pardon. La transparence va aider à renforcer la confiance. Donc, quelles données je peux me permettre de capturer de mes clients et de mes prospects? Ben, ceux qui m'autorisent à capturer. C'est le zéro data, on appelle ça, hein. Et ça veut dire que si je consens à partager mes données en tant que consommateur, mais que ça m'apporte de la valeur en retour, c'est-à-dire qu'on va m'aider. Par exemple, je vous donne un exemple bête, mais c'était le patron des produits marketing chez Oracle qui me racontait l'histoire, un Américain qui vivait aux États-Unis. Il me dit, moi, Google, j'aime pas, il me prend toutes les données, machin, ça m'emmerde. Mais comme il prenait beaucoup l'avion, malheureusement, mais il prenait beaucoup l'avion, il m'a dit, à un moment donné, mon Google Speaker m'a dit, hey, tu devrais peut-être partir maintenant pour prendre ton avion parce qu'il y a du trafic qui augmente sur ta route et donc tu risques de louper ton avion. Est-ce que je suis d'accord pour partager mes données dans ce cas-là? Ah oui, parce que j'ai pas envie de louper mon avion. Donc, c'est cette démarche-là qu'il faut garder en tête. C'est transparence, pas de mauvaise utilisation, que ça renforce la confiance avec le consommateur et surtout que ça apporte de la valeur. Ouais. Bon, merci. Je vois le temps qui défile. Alors, vous parlez beaucoup voilà, on est déjà dans le futur. Il y Ah a oui, aussi oui. peut-être la réglementation qui prend un peu de retard. Vous parlez beaucoup de l'évolution du temps. Moi, je veux revenir à ce temps-là de l'heure que nous avions. Juste avant de donner la parole à Lydiane, peut-être pour conclure. Alors, voilà, tous ces sujets qu'on aborde sont des sujets, voilà, on pourrait en parler des heures. Je voulais juste partager un tout petit sondage que vous allez voir à l'écran. Vous pouvez répondre, on est encore quelques-uns à être présents, hein, on est encore 65. Vous avez normalement deux questions qui s'affichent à l'écran. Je vous laisse y répondre et puis je laisserai Lydiane conclure. Donc, selon vous, quel est le monde le plus probable à l'horizon 2034? Vous avez entendu parler des trois mondes, ralentissement, slow, donc mutate, mutation et puis accélération. Et le plus souhaitable selon vous? On va voir si ça concorde avec ce qu'on a eu dans l'étude auprès des 120 directeurs marketing. Alors, pendant que vous remplissez le questionnaire, moi, je voulais vraiment remercier nos participants pour la présentation de cette étude qui est vraiment intéressante et qui va soulever plein de questions. Et donc, merci à la DTEM, merci Jean-Christophe, Emmanuel, Florent pour vos propos vraiment très pertinents. Et surtout, merci Fanny pour l'organisation de ce premier webinaire de l'AFM dans un cycle effectivement sur la transformation du marketing, la transformation des métiers du marketing. Et c'est un cycle qui se veut prometteur avec ces premiers éléments partagés ce midi. Je pense que voilà, il y a un besoin de mettre en commun nos réflexions, d'échanger qui est général hein, auprès des professionnels du marketing et pour nous aussi enseignants-chercheurs. Donc voilà, des ponts entre la FM et la DTEM autant que vous voulez. On va continuer à y travailler ensemble. Donc voilà, merci Fanny, je te laisse finir. Oui, bah, merci Lydiane. Moi, je finirai en disant que voilà, je vous incite vraiment à regarder cette étude de plus près et notamment pour vous nourrir sur des sujets de recherche, mais aussi vous nourrir pour la pédagogie, l'enseignement, pour le discours qu'on a apporté auprès de nos étudiants. Est-ce que vous voulez réagir rapidement pour terminer, Emmanuel et Jean-Christophe, sur les réponses aux questions? Jean-Christophe, tu veux y aller? Non, vas-y, je n'ai pas les questions en fait. Ah, ça y Ah, est. le sondage. Le Hmm. sondage, le sondage. Le sondage, c'est un Oui, monde. pardon. Le plus probable, c'est sans surprise le monde en accélération. Et le plus souhaitable, c'est le Ah, il y a un Ah oui, scénario Ah, entre c'est ralentissement intéressant, oui, et quand même. le monde en Mais, mutation. mais ceci dit, ça montre bien notre tension, hein. On retrouve notre tension que l'on a illustrée dans notre étude. Complètement. mais on peut quand même euh, constater que la population des professeurs est plus portée sur le monde en ralentissement que la population des marketeurs. Hmm. Et on peut faire un truc Donc, Bon, Peut-être à creuser, effectivement. mais l'attention toujours là. Ouais. Ouais. ok. Bon, il Ok. est temps pour nous d'arrêter, hein, même si on a envie d'aller plus loin. Et je suis sûre qu'il y aura encore beaucoup de questions. Donc, tous les participants, n'hésitez pas à nous écrire en message, voilà, sur mon adresse personnelle. Et je me ferai un plaisir de relayer ça
à nos speakers du jour, que je remercie encore très chaleureusement. J'espère Avec qu'il y grand aura Et des à toi, ponts Fanny. avec les entreprises, avec cette étude notamment, qui pourra faire la jonction entre les enseignants-chercheurs, les praticiens. Je serais ravie Mm. aussi de vous retrouver pour d'autres webinaires. Merci Lydiane, Emmanuel, Jean-Christophe, Catherine et Florent. Et à très bientôt à tous les participants. Merci. Merci à toi, Merci. Fanny. Bonne Au journée. revoir. À tous, merci. Au revoir.